je vais tout de suite vous montrer, voilà, j'espère qu'il est, là il est à peu près visible, oui, même si c'est un peu petit, le livre de Yakov Rapkin. Donc il devait à l'origine faire une tournée en France à l'occasion de la sortie de ce livre pour le présenter. Je regrette que ça n'ait pas été possible parce que j'aurais pu encore plus que je le fais maintenant vous conseiller d'acheter ce livre. Vous auriez eu la possibilité de le faire dédicacer. Là, à distance, ce n'est malheureusement pas possible, mais je vous le conseille quand même. Je trouve que c'est vraiment un excellent livre. Je ne le présente pas trop parce que quand j'ai essayé mentalement de le présenter, chaque fois je commençais j'arrivais à des considérations politiques qui tiraient peut-être ce qu'écrit Yakov Rapkin dans le sens de ce qui m'intéresse moi et qui n'aurait donc pas forcément endossé et qui aurait pu faire finalement dévier la discussion. Donc, je ne vous le présente pas, je me contente de vous dire que c'est très bien. Il y a une partie à la fin où il raconte sa trajectoire intellectuelle que j'ai trouvée très émouvante. Donc, non seulement c'est un livre intellectuellement sérieux, mais très prenant. Donc, je vous le conseille vraiment. Et après vous avoir présenté rapidement Yakov Rapkin, donc, qui est d'origine soviétique, mais installé depuis au Canada depuis environ un demi-siècle, spécialiste d'histoire des sciences. Je lui donne tout de suite la parole parce qu'il va être beaucoup plus intéressant que moi. Merci beaucoup. Il me fait plaisir de m'adresser à cet auditoire, même si j'aurais préféré moi-même aussi d'être parmi vous physiquement. Mais, et par ailleurs, je pourrais même dédicacer le livre en vous envoyant un facsimilé, si vous voulez. Donc, la question des sciences et le judaïsme doit être préfacé par un commentaire que ni la science, comme vous le savez bien, ni le judaïsme ne constituent pas quelque chose de univoque et uniforme. Il s'agit en fait dans le cas du judaïsme, d'un certain système, mais qui n'a pas d'autorité centrale. Et donc, plusieurs personnes peuvent se contredire, tous les deux ou toutes les trois, en se considérant et être considérés comme autorité dans le judaïsme. Donc, il peut y avoir une multiplicité de voix. Et bien entendu, vous le savez bien, la science veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et l'intérêt juif pour les sciences n'est pas récent. Et effectivement, on trouve des références à la connaissance de la matière, à la connaissance de la nature, déjà dans le Talmud, dans la Mishnah, donc de 2e au 5e siècle de notre ère. Je dois dire que le mot nature, qui en hébreu, depuis plus de un millier d'années, s'appelle Teva, est emprunté à l'arabe, tabié. À l'époque, à l'âge d'or de relations intellectuelles entre l'islam et le judaïsme, beaucoup de termes philosophiques et scientifiques étaient empruntés à l'arabe. Et donc ça, c'est un autre cas où le terme tabié est devenu teva en hébreu.
Mais ce qui est intéressant, qu'il ne provient pas du mot naissance ou naître, parce que dans la plupart des langues européennes, il s'agit de, bon, la nature, évidemment, est liée au mot naître. Par contre, le mot teva est lié au mot noyer, quelque chose qui est caché dans la profondeur. Et un mot très usagé dans la vie courante, matbea, qui vient de la même racine, veut dire une pièce de monnaie. Donc, une pièce de monnaie dont la valeur est intrinsèque. Et ceci est important parce que ça montre déjà un rapport différent à la nature. Les traducteurs juifs à l'époque médiévale ont beaucoup fait pour transmettre les connaissances grecques, comme vous le savez, au monde européen. Et effectivement, le rapport aux connaissances provenant d'une source autre que la révélation divine, donc autre que la Torah, était toujours discriminatoire. Discriminatoire dans le sens neutre du terme, qu'on discriminait les connaissances. Et on disait, on trouve notamment dans le Talmud, une affirmation qu'il faut croire les savants grecs quand ils parlent du monde matériel, mais non spirituel. Et donc, il y a une distinction qu'on fait, une discrimination qu'on fait. On discrimine entre, dans le langage moderne, entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Et ce qui explique probablement une certaine réticence qu'on trouve actuellement dans les milieux juifs orthodoxes par rapport aux sciences humaines. Donc voilà ce que signifie la nature et le rapport à la connaissance de la nature dans les sources classiques anciennes. À l'époque actuellement, à l'époque actuelle, dans la contemporanéité, nous voyons qu'il y a une grande confusion de termes. Qu'est-ce qu'on appelle juif? De quelle image, de chez quel juif va-t-on parler quand on parle de l'image de la science? Il faut dire qu'au XIXe siècle, il y a eu plusieurs fissures dans l'identité même des Juifs, et notamment une des fissures importantes, c'est Juif peut être vu comme une ethnie, ou bien comme une confession. Le judaïsme devient une religion, un terme qui n'existait pas en fait dans les sources classiques. C'est un terme qui veut dire loi. Le mot loi, bien entendu, existait, mais le mot religion, comme on l'utilise actuellement, est relativement récent. Et cette confusion terminologique est important à souligner parce qu'aujourd'hui, ceux pour qui la science représente un objet, une activité qui a quelque chose en rapport avec le judaïsme, il s'agit en fait d'une minorité des Juifs. Probablement 15-20% des Juifs pourraient être considérés comme des Juifs pratiquants. Ce sont eux, en fait, qui se posent des questions et écrivent des livres, des articles concernant ce qu'est la science et comment il faut s'y rapporter. Dans le langage commun, on les appelle orthodoxes et qui sont divisés, bien entendu, selon plusieurs critères. Les divisions qui nous intéressent en particulier, ce sont les Haredim, qu'on appelle parfois ultra-orthodoxes,
et orthodoxe moderne. Que veulent dire ces termes? Haredim, littéralement, ça veut dire quelqu'un qui tremble devant Dieu. Et ce sont des gens qui prennent des positions très radicales par rapport au monde moderne. D'habitude, ils se distinguent dans leurs vêtements. Par exemple, des juifs qui s'habillent en noir, d'habitude, sont Haredim. Et puis, il y a un groupe aussi important qu'on appelle orthodoxe moderne dans le langage d'aujourd'hui. En fait, c'est un terme américain, modern orthodox, qui est devenu orthodoxe moderne. Et dans le cas d'Israël, ce sont des gens qui ont accepté l'idéologie de ce qu'on appelle en Israël le national-judaïsme. Et donc, ce sont ces deux groupes qui nous intéressent en particulier. L'entrée des Juifs dans la profession scientifique se passe au moment où la science connaît une expansion considérable. Et ceci est vrai pratiquement pour tous les pays importants, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis ou l'Union soviétique. L'entrée des Juifs dans la profession scientifique suit l'émancipation qui prend des formes différentes, dont la France est pionnière de l'émancipation en Europe. Les Juifs deviennent citoyens à part entière, donc à la fin du 18e, début du 20e, fin du 18e, début du 19e. Ce processus prend des formes différentes, par exemple en Union soviétique, où toutes les distinctions sont abolies en 1917. Mais ce qui nous intéresse de particulier, le système scientifique, le système de la recherche prend de l'expansion au moment même où les Juifs entrent dans les sciences. Et il y a un énorme enthousiasme par rapport aux sciences, même pour ceux qui ne vont pas devenir des scientifiques professionnels. La science devient, on peut, à l'image du positivisme européen, la science devient un remplacement de la religion. Et on trouve dans les mémoires, j'ai trouvé dans le mémoire d'un juif du 19e siècle, une description assez curieuse d'un homme qui s'éloignait de plus en plus de la pratique du judaïsme. Et puis, voilà, je cite, « Lors des rares occasions où il venait à la synagogue, au lieu d'un livre de prière, il avait toujours avec lui un livre sur les sciences naturelles. » Donc, vous voyez cette juxtaposition du monde de prière et du monde des sciences naturelles était tout à fait caractéristique des cercles qui s'éloignaient du judaïsme et s'armaient de connaissances scientifiques comme contrepoids, comme une preuve de la nullité en fait des croyances religieuses. Et ça, nous parlons du 19e, du 20e siècle. Et pour les fondateurs d'État d'Israël, donc pour les premiers sionistes, les colons sionistes en Palestine, la science est clairement un instrument de rupture avec la tradition juive. Et ça, on trouve bien entendu dans le rapport que les pères fondateurs du sionisme avaient avec la science, notamment Herzl, mais aussi même dans le langage courant de l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, je vous rappelle, était façonné à la fin du 19e siècle afin de donner une langue vernaculaire aux
aux colons venant largement de l'Empire russe, mais tout de même venant aussi d'autres pays. Et donc, cette langue est basée sur l'hébreu biblique, l'hébreu médiéval, mais aussi la syntaxe empruntée largement des langues européennes que parlaient les pères fondateurs du sionisme, donc le russe, le yiddish, l'allemand, ce qui permet par ailleurs à un collègue israélien de dire que l'hébreu moderne est une langue indo-européenne. Mais ceci n'est pas très important pour nous. Ce qui est important, comment cette langue formule le rapport à la science. Et nous trouvons une chose assez intéressante, que pour dire la doctrine de Darwin, ou les théories de Darwin, en hébreu moderne, on dit Torat Darwin. Torah, comme vous comprenez bien, c'est la fondation du judaïsme. Donc, il s'agit de 24 livres de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et appeler une théorie scientifique Torat Darwin, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas imprécis, mais ce n'est pas innocent. Donc, ça montre surtout aux jeunes étudiants qu'il y a une nouvelle Torah, c'est la Torah scientifique, et donc la science devient un remplacement de la religion, même au niveau terminologique. Ceci qui est assez caractéristique, en fait, surtout du vécu israélien, beaucoup plus que de juifs dans les d'autres pays, parce que l'hébreu moderne n'est parlé qu'en Israël. Maintenant, le rapport avec la science traditionnellement s'inspire d'une tradition de non-littéralisme dans l'interprétation de la Torah. Là, je parle de la Torah dans le sens traditionnel du terme. La tradition juive est antilittéraliste. Ça veut dire qu'on ne prend pas le texte du Pentateuque ou tout autre littéralement. Et il y a énormément d'exemples de cela. Par exemple, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, que beaucoup de gens comprennent comme une vengeance, et même Shakespeare a compris comme ça dans sa pièce Marchand de Venise, mais il n'y avait pas de juifs à l'époque de Shakespeare en Angleterre, ils avaient été chassés depuis 3 siècles, donc il a pris ça littéralement. Dans le Marchand de Venise, on entend cette expression de pound of flesh, donc un livre de chair, qui est bien connu. Sauf que dans la tradition juive, ce verset veut dire autre chose. Il veut dire qu'il est interprété invariablement comme une compensation monétaire décidée par un tribunal rabbinique et non pas l'extraction d'une partie de corps. Donc, il y a, c'est un exemple peut-être le plus frappant de la non-littéralité de l'interprétation, mais plus près de ce qui nous intéresse, on peut trouver une référence aux savants et rabbins du Xe siècle qui vivaient en Égypte et en ce qu'on aujourd'hui est l'Irak, Saadia Gaon, qui postule qu'en cas de divergence entre une observation empirique et le texte de la Torah, il faut répéter l'observation 3 fois. Il faut s'assurer que votre observation est correcte. Et ensuite, dit-il, il faut revenir à la Torah parce que vous ne la comprenez pas bien. Donc, il n'admet même pas qu'il peut y avoir un conflit.
Mais étant donné que la tradition non littéraliste permet plusieurs versions de la compréhension du texte, le postulat de Saadia-Gaon est logique. Et ceci ouvre la porte, effectivement, à la réconciliation des événements ou des phénomènes avec les récits bibliques. Pourtant, au XIXe siècle, pour certains orthodoxes, la science devient une menace. Et donc, ils voient la science comme menace à leur religion. Et il faut en fait comprendre ces orthodoxes parce qu'au XIXe siècle, dans certains pays, comme la France notamment, la plupart des Juifs quittaient la pratique judaïque. Et donc, il y avait un sentiment d'une forteresse assiégée, donc d'une perte énorme d'effectifs. Et dans cette atmosphère-là, les orthodoxes voyaient dans les sciences une menace, ce qu'on n'observe pas avant le XIXe siècle. Sur quel plan y avait-il une menace? Et ça, c'est important. Comment ils voyaient, ils voient toujours en fait, la science, que l'image de la science les préoccupe et les menace. D'abord, c'est la science comme source d'autorité. La science, par exemple, peut démontrer que certains interdits de la Torah n'ont plus beaucoup de sens. Par exemple, l'homosexualité, qui est explicitement interdite dans la Bible, ne peut rester, disons, un acte interdit que si on peut exercer le libre arbitre. Donc, tous les commandements et tous les interdits de la Torah sont basés sur l'exercice du libre arbitre. Or, si scientifiquement nous savons qu'il y a une prédisposition génétique, cette interdiction n'est plus valable. Et ceci, en fait, a donné lieu à des interprétations déjà contemporaines de nos jours qui autorisent, en fait, qui disent que cette interdiction n'est plus applicable. Et je crois qu'à New York, il y a même une synagogue pour les homosexuels. Donc, il y a toutes sortes de choses, de harmoniser le texte avec la réalité et avec surtout les données scientifiques. Pour certains orthodoxes, Haredim, justement ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, la science représente quelque chose de superflu. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a un concept dans la tradition juive qui dit « hakol ba », ça veut dire tout se trouve à l'intérieur. Toutes les connaissances scientifiques pourraient être déduites d'une bonne étude de la Torah. On n'a pas besoin de faire de la science, on a juste besoin de mieux étudier la Torah. Ça nous renvoie un peu au postulat de Saadia-Gaon, mais finalement c'est une autre chose. C'est-à-dire que cela veut dire que la science n'est pas nécessaire. Cette position est minoritaire, mais elle existe. Et il y a même surtout avec des ordinateurs, ça devient plus facile, il y en a même ceux qui déduisent certaines théories scientifiques, en fait, qui les trouvent dans le texte de la Torah avec toutes sortes de permutations
de l'être qui permettent de l'affirmer. Donc, personnellement, je connais mal ce domaine, je le mentionne, mais je ne le trouve pas particulièrement pertinent. Mais ça existe. Un autre problème, une autre image de la science qui fait peur, c'est la science comme vocation. Parce que dans la vision juive orthodoxe, il ne peut y avoir qu'une seule vocation pour le juif, notamment étudier la Torah et suivre les commandements. Et donc, s'il y a une autre vocation, ceci entre en conflit, non pas en conflit en termes des idées scientifiques ou des concepts, mais en termes de vocation. Et ce que Max Weber a effectivement défini la science comme activité scientifique comme vocation. Et dans ce sens-là, on peut permettre un juif pratiquant de s'occuper de la science, mais à condition qu'il ne le fait pas avec trop de dévotion. Et mieux encore, trouver un métier qui permet de subvenir aux besoins de la famille sans y dépenser beaucoup de temps. Donc ça, c'est une vision traditionnelle qui existe et justement dans certaines communautés juives haredi, on admet qu'il y a un besoin de subvenir aux besoins de la famille, donc gagner de l'argent, mais finalement, il ne faut pas y consacrer trop d'importance et surtout pas trop de temps. Et dans ces conditions-là, le choix de la profession scientifique devient quelque chose de non désirable. Une autre raison pourquoi la science peut être menaçante, c'est que pour faire de la science, il faut étudier. Il faut étudier à l'université. Et l'université, dans cette vision des choses, est un endroit dangereux. Dangereux à cause de la socialisation avec des gens qui ne sont pas pratiquants. Et là, je dis peut-être encore plus dangereux avec des juifs qui ne sont pas pratiquants. C'est toujours un problème, surtout pour la communauté haredi, d'accepter des juifs non pratiquants, parce que ça donne aux jeunes l'idée qu'on peut être juif sans être pratiquant. Ils sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis des non-juifs, parce que là, on peut dire, bon, ce sont des non-juifs, ils ne sont pas obligés d'appliquer la Torah, donc tout est normal. Mais lorsqu'on voit des juifs qui ne sont pas pratiquants, ceci représente une menace et effectivement, à l'université, on trouve toutes sortes de gens. Ce qui explique justement, il y a un autre chapitre dans mon livre qui traite de rapports judaïques à l'université. Je ne vais pas en parler trop, mais je vais juste mentionner que que l'université est acceptable à condition que on n'y passe pas trop de temps, on ne socialise pas beaucoup et surtout, on le voit comme un tremplin pour gagner le pain, mais pas plus. La pensée critique, qui en théorie devrait être l'objectif de l'éducation universitaire, n'est pas effectivement valorisée. Donc ça, ce sont les rapports que les Haredim ont avec la science. Bien sûr, il y a d'autres catégories de rapports qu'on pourrait mentionner, mais ce sont les principales dont je voulais vous parler. Maintenant, il y a bien entendu une autre approche qu'on trouve chez les juifs modernes ou les orthodoxes modernes. Les orthodoxes modernes ont beaucoup de sources pour s'appuyer
et pour dire que la science peut être intégrée et doit être intégrée dans le vécu juif. Et donc là, on voit... attendez, mon ordinateur est en train de perdre de l'énergie. Juste un instant. Voilà, mes excuses. Donc, je parlais des orthodoxes modernes pour qui les sciences constituent une valeur intrinsèque, non pas quelque chose qu'on pourrait utiliser à la médecine, etc., mais plutôt une valeur intrinsèque. Et une des sources qu'ils utilisent, c'est un savant du XVIIIe siècle qui vivait en ce qui est aujourd'hui la Lituanie, Gaon de Vilna, qui affirmait que une manque de connaissances dans les sciences signifie beaucoup plus de manque de connaissances de la Torah. Ça veut dire que les connaissances scientifiques constituent une valeur pour la compréhension de la Torah. Et lui-même encourage ses disciples de traduire les œuvres d'Euclide, notamment, en hébreu. Et certains de ses disciples, effectivement, font de la vulgarisation de la science en hébreu pour les masses juives. Et Gaon de Vilna est souvent cité comme une source d'autorité qui, effectivement, encourage les connaissances scientifiques. Bien entendu, à l'époque, ces connaissances en Lituanie n'étaient pas très, très répandues, même s'il existait une université à Vilnius, à Vilna, université catholique. Mais je crois que c'était un peu à l'extérieur de la vision de Gaon de Vilna. Un autre point où l'image de la science devient semblable, si vous voulez, à l'étude de la Torah, c'est l'accent que l'étude de la Torah met sur l'innovation. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, déjà dans le Talmud, donc depuis plusieurs siècles, un des objectifs de l'étude de la Torah, c'est d'innover. Le mot innovation, chidush, est très valorisé. Si on trouve une interprétation nouvelle au texte, ceci était considéré comme quelque chose de valable. Et un autre point, si on parle de valeur dans la vie traditionnelle juive, c'est l'appréciation de divergences d'opinion. Comme j'ai dit tout à l'heure, le judaïsme n'a pas connu d'autorité centrale, n'a pas d'autorité centrale, comme l'islam par ailleurs. Et donc on peut voir différentes interprétations, différents points de vue coexister, pas toujours en paix, mais coexister. Et le terme qui est utilisé déjà dans la Mishnah, donc au IIe siècle de notre ère, c'est machloket. Machloket veut dire divergence d'opinion. Et on dit que si la divergence d'opinion est animée par la crainte de Dieu, ça veut dire par quelque chose de valable, ceci est parfaitement louable. Et donc, il y a beaucoup d'exemples dans la Mishnah et dans le Talmud où des différents points de vue sont rapportés. En fait, le Talmud ne représente que une compilation de machloket, de divergences d'opinion. C'est ça le Talmud. Et très souvent, on décide pour une opinion ou une autre
tout en citant les opinions qui étaient rejetées. Donc, il y a une autre chose donc, qui nous un peu rapproche à l'image de la science, c'est qu'on peut admettre qu'aujourd'hui, la décision est telle, mais il se peut qu'elle va être différente, et c'est pourquoi il faut garder l'opinion divergente. Et dans le Talmud, on trouve justement cette juxtaposition des différents points de vue, et parfois, on ne trouve même pas une résolution. Un autre point qui permet aux orthodoxes modernes d'intégrer la science dans leur vécu, dans leur vision du monde, c'est le rapport au miracle. Donc, vous le savez que dans la Bible, il y a certains miracles qui sont mentionnés. Par exemple, l'ânesse qui commence à parler. Ou bien les murailles de Jéricho qui tombent à cause d'une procession de Josué avec son armée. Mais dans la tradition juive, on trouve un concept qui est assez répandu et qui postule que tous les miracles dont on parle dans la Torah étaient créés au crépuscule de la création. Ça veut dire qu'il s'agit d'un nombre fini de miracles qui étaient, pour dire dans le langage commun, qui étaient programmés déjà dès le début. Il ne faut pas s'attendre à d'autres miracles. Donc ces miracles-là étaient créés pour le besoin du récit de la création, mais on en arrête là, il n'y en aura plus. Et ceci, bien entendu, affirme une attitude plutôt rationaliste par rapport à l'étude de la Torah. Parce qu'une autre division importante qui s'est créée au XVIIIe siècle dans le judaïsme européen, c'est entre les rationalistes qui étaient plus intéressés par l'étude de la Torah et ceux qui étaient portés beaucoup plus vers la mystique, vers le chant, les danses. Ces gens-là étaient en fait issus d'un monde où les structures éducatives juives étaient complètement détruites, comme des centaines de milliers de juifs. En Ukraine, notamment au XVIIe siècle, c'était un massacre terrible. Et donc, le système éducatif était bouleversé, si ne pas dire éliminé. Et pour rester juif, on a trouvé un moyen plus populaire, plus simple, en fait, de rester juif et avoir un rapport beaucoup plus mystique à la Torah et au texte de la Torah. Et il n'y avait même pas souvent des gens qui savaient lire et écrire, ce qui est rare dans le vécu juif parce que les enfants mâles étaient toujours instruits, même les plus pauvres étaient instruits, et l'accent que la tradition juive met sur l'éducation est bien connu. Par exemple, Maïmonide cite que parmi les premières choses qu'il faut faire quand les Juifs s'établissent dans un nouvel endroit, c'est de construire une école. Par ailleurs, juste une anecdote qu'on vit, que ces genres de valeurs survivent même parmi les gens qui ne sont pas particulièrement pratiquants. J'ai visité un musée juif en Argentine, donc au centre de l'Argentine, et le guide m'a dit que les campesinos, les paysans de la région, étaient un peu étonnés quand ces juifs russes arrivant à la fin du 19e siècle comme colons en Argentine s'établissaient et
la première chose qu'il faisait, il construisait une bibliothèque. Bon, c'est la version moderne de cet accent mis sur l'éducation et sur la lecture. Aussi, la tradition non littérale permet de voir la science comme quelque chose qui peut informer une meilleure compréhension de l'œuvre divine, mais le récit de la création qu'on trouve dans le premier livre du Pentateuque n'est pas nécessairement un récit de la création, mais plutôt un récit qui doit inculquer des valeurs. Et donc, et ça, c'est un point de vue traditionnel juif qui existe, qui est bien connu et qui permet, comme vous comprenez bien, harmoniser l'approche à la science comme une activité importante et comme une activité acceptable. Et en termes plus actifs, si vous voulez, il y avait au XXe siècle, il y a eu plusieurs tentatives d'institutionnaliser cette harmonisation. Une des premières tentatives qui est réussie et qui existe jusqu'à nos jours, c'est l'université Yeshiva, donc Yeshiva University à New York, qui attire des étudiants venant de foyers orthodoxes modernes et qui permet de poursuivre les études très avancées dans tous les domaines de savoir. Donc, dans cette institution, le rapport à la science est vu comme quelque chose qui est intrinsèquement valable, mais aussi un moyen d'être un meilleur juif. Et donc, il y a des théoriciens, et notamment un ancien recteur de l'université Shiva, Norman Lam, qui a écrit plusieurs livres et qui, entre autres, dit que la nature et le monde ne doivent pas être négligés, ils doivent être étudiés et explorés comme faisant partie de la relation entre l'homme et son créateur. Mais la Torah, qui est plus qu'une création de Dieu, mais sa propre parole, demeure suprême. Donc là, vous voyez qu'il y a une certaine préoccupation, que vous voyez, que oui, que la nature ne doit pas être négligée, doit être étudiée, explorée, mais la parole de Dieu reste suprême. Et là, il faut dire aussi un commentaire traditionnel qu'on trouve déjà de nouveau dans le Talmud concernant la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Le mot veut dire enseignement. Mais la Torah, qu'on apprend d'habitude, c'est le Pentateuque, le prophète, le hagiographe, donc les 24 livres de l'Ancien Testament. La Torah aussi, c'est en fait tout ce qui est enseigné et qui a une valeur judaïque. Et donc, le commentaire de Rashi, un grand exégète qui vivait en France au Moyen-Âge, Rashi dit, concernant le premier verset de la Bible, donc Dieu créa le monde, il dit, Dieu a ouvert la Torah, regardé les lettres et a créé le monde. Donc vous voyez que la Torah est considérée pas seulement suprême, mais antérieure au monde. Et ceci est intéressant parce que Rashi présente Dieu comme quelqu'un qui a acheté un meuble de Ikea et qui regarde les instructions, comment le faire, comment le composer. C'est une vision de Dieu qui est considérée par ailleurs aujourd'hui tout à fait traditionnelle, que la Torah est antérieure. Et donc l'université Yeshiva
forment des scientifiques, entre autres, de médecins, des scientifiques, qui restent engagés dans le judaïsme orthodoxe, mais et qui en même temps parfois deviennent de grands spécialistes dans leur domaine. Donc ceci, la science pour eux n'est pas une menace. Une autre institution qui harmonise, en tout cas théoriquement, le rapport entre les sciences modernes et le judaïsme, c'est l'université Bar-Ilan en Israël. Une université qui attire les adeptes du national-judaïsme, qui effectivement promeut une certaine harmonie entre le savoir moderne, le savoir scientifique et le judaïsme traditionnel. L'université Bar-Ilan aussi, comme par ailleurs l'université Yeshiva aussi, acquiert également une coloration politique. Les deux institutions sont connues comme promoteurs du sionisme religieux, donc ce national-judaïsme, et effectivement, parfois, ça mène même à deux extrêmes, notamment l'assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995 était diplômé de l'université Bar-Ilan, et notre assassin Baruch Goldstein, un médecin qui a tué une trentaine de personnes musulmanes dans la mosquée de Hebron, était diplômé de l'université Yeshiva. Je mentionne ces deux cas tragiques parce que la modernité du judaïsme peut avoir aussi ce genre d'expression. Et c'est intéressant qu'on ne trouve pas ce genre d'extrémisme terroriste chez les Haredim, qui, pour leurs propres raisons, sont soit non-sionistes, soit anti-sionistes. Mais là, c'est déjà un autre livre que j'ai écrit en 2004 sur l'opposition juive au sionisme qui traite de ce sujet d'une façon beaucoup plus détaillée. Mais je le mentionne parce que, effectivement, embrasser le monde moderne veut dire également embrasser les idées politiques modernes. Et l'alliage de ces idées avec l'étude de la Torah peut donner parfois ce genre d'expression extrémiste et meurtrière. Finalement, il faut dire que pour les Haredim, la science n'ayant pas une valeur intrinsèque constitue tout de même une valeur extrinsèque. La grande majorité des scientifiques, des Haredim, vont utiliser les moyens modernes avec des restrictions, bien entendu, mais toujours d'ordre social. Par exemple, vous trouverez beaucoup de Haredim actifs dans le monde informatique. En Israël, aux États-Unis, je ne sais pas en France, mais en tout cas beaucoup aux États-Unis et en Israël. Pourquoi? Parce que ce genre d'occupation n'oblige pas ces gens-là d'étudier l'histoire, la géographie, la littérature, etc. Ce sont des métiers techniques qui permettent justement d'exceller sans avoir une culture générale qui, elle, représente une menace pour ces cercles Haredi. D'une autre façon, une autre facette plutôt de rapport avec le monde moderne et le monde technologique, c'est le rapport avec l'Internet. Même si, comme je dis tout à l'heure, que beaucoup de Haredim sont actifs dans le domaine de l'informatique, je peux également mentionner qu'il y a quelques années, dans un énorme stade à New York, rempli
complètement. Les Haredim ont dénoncé l'utilisation de l'Internet comme quelque chose de dangereux pour les jeunes. Donc, vous voyez, un des problèmes que trouvent les Haredim à l'égard de l'Internet notamment, c'est le danger social, le danger éducatif. Donc, il n'y a rien d'intrinsèquement problématique, mais le fait qu'on peut accéder à des sources qui ne sont pas acceptables représente un danger. Et donc, dans ce monde-là, c'est très mal vu d'utiliser l'Internet, sauf pour des besoins professionnels, etc. Et donc, il y a une grande variété de rapports au smartphone, tout cela, dans le monde haredi. Certains l'interdisent complètement, d'autres permettent partiellement, etc. Finalement, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui dans le monde haredi qui non seulement n'encouragent pas leurs jeunes d'étudier à l'université, mais en fait empêchent d'avoir des préconditions pour accéder à l'université. Notamment en Israël, il y a un pourcentage considérable des Israéliens qui n'ont pas d'éducation secondaire, qui n'ont pas, donc qui ne peuvent pas accéder à l'université, qui n'ont pas ce qu'en France on appelle le bac. Et ça, c'est un phénomène assez intéressant parce que d'un côté, ce cercle-là apprécie l'étude, donc encourage l'étude, etc., mais il n'encourage pas l'intégration dans le monde moderne et dans le cas d'Israël, dans la société sioniste israélienne. On trouve que le nombre de gens ayant une éducation supérieure parmi les Haredim est remarquablement bas. Donc, il varie entre 5 et 3%, et en fait, c'est à peu près le même pourcentage en Israël qu'aux États-Unis. Peut-être en France, c'est différent, je n'ai pas les statistiques, mais ce qui est intéressant aussi, que le pourcentage est beaucoup plus élevé parmi les femmes haredis. Alors, pourquoi les femmes acquièrent plus fréquemment l'éducation universitaire comparée aux hommes? Parce que ça peut paraître contre-intuitif. C'est que dans la tradition, une des traditions juives, notamment ce qu'elle s'appelle lituanienne, plus lettrée, plus intellectuelle, la vocation du juif est étudier la Torah. La vocation de l'homme juif, je souligne, est étudier la Torah. Et pour étudier la Torah, qui va gagner le pain? C'est la femme. Et donc, traditionnellement, dans ce cercle juif orthodoxe, ce qu'on appelle lituanien, souvent, la femme tenait le magasin, tandis que le mari étudiait la Torah. Et c'est ce qui se produit dans ce cercle de nos jours également, sauf que la femme ne tient pas le magasin, elle peut travailler dans des métiers modernes, y compris l'activité scientifique. Donc, cette tradition juive qui, en fait, ne donne pas à la femme une place égale dans la vie religieuse, produit ce phénomène qui peuvent paraître paradoxal, que les femmes sont mieux éduquées en termes modernes que les hommes dans le milieu haredi. On peut dire qu'actuellement, il y a cette variété qui coexiste. Disons que différents points de vue, de différentes attitudes coexistent.
il y a des tentatives de censurer des points de vue osés, notamment il y a un conflit au XXIe siècle au sujet des travaux de Nosson Slivkin, un rabbin orthodoxe israélien, qui applique l'approche rationnelle maïmonidinienne aux questions telles que la théorie de l'évolution ou l'âge de la Terre. Vous pouvez dire que, en fait, la tradition non littérale ne devrait pas poser de problème par rapport à la théorie de l'évolution ou l'âge de la Torah, mais tout de même, et ça c'est un phénomène qui existe depuis 150, peut-être 180 ans, les Juifs orthodoxes ont adopté, sans le dire bien entendu, certaines attitudes des fondamentalistes protestants. Et donc, il y a une opposition dans certaines écoles d'enseigner et même mentionner la théorie de l'évolution. Et des grandes autorités judaïques, rabbiniques du XXe siècle ont écrit explicitement qu'il faut arracher le chapitre sur la théorie de l'évolution des manuels de biologie qui sont obligatoires pour les écoles, en tout cas aux États-Unis, parce que c'était aux États-Unis que ça a été formulé. Mais il faut enseigner, mais il faut d'aucune manière mentionner la théorie de l'évolution. Et donc, vous voyez, c'est plutôt la réaction à ce terme que je mentionnais au début de cette présentation, la Torah de Darwin, donc la Torah de Darwin, comme elle a été utilisée, ce terme a été utilisé comme remplacement du savoir juif traditionnel. De la même manière, les juifs traditionnalistes redoutent la valeur hétérodoxe de la théorie de l'évolution. Et donc, cet auteur, Slivkin, le rabbin, il était banni par de nombreuses autorités judaïques au début du XXIe siècle. Il était déclaré hérétique, ses livres étaient interdits dans les bibliothèques haredi. Et donc, finalement, ça a d'une certaine façon expulsé l'auteur du monde haredi. Il est devenu plus proche du mainstream israélien sioniste. Et ça se voit, si on est attentif, on voit déjà dans la façon dont il épelle son nom. Ses premiers livres, il écrivait son prénom Nosson, qui est traditionnel, c'est la version ashkénaze du mot Nathan, qui est également dans la Torah. Et donc, ses livres plus récents, il les signe comme Nathan et non pas Nosson. Ça montre qu'il s'approche déjà du monde du judaïsme, national-judaïsme, donc plus moderne. Et cette acceptation grandissante en général de toutes sortes de particularités dans la société moderne permet aujourd'hui les Juifs pratiquants de s'occuper, être dévoués à la Torah et selon certains rabbins d'aujourd'hui, il n'a pas besoin de choisir entre la science et la Torah, car, je cite, il a déjà prouvé qu'il était possible de marier avec succès les deux cultures. En effet, il existe plusieurs points de compatibilité entre la culture scientifique et juive, dont je parlais un peu aujourd'hui, mais surtout, il faut retenir que les images de science dans le monde juif varient selon leur compréhension de la vocation du juif dans le monde moderne. Je vais m'arrêter là. J'ai parlé pendant 1 heure exactement et je serai reconnaissant si vous me posez des questions et discutions ensemble. Merci beaucoup. J'essaie d'applaudir, mais ce n'est pas pratique avec un ordinateur, d'autant que des tas de gens ont coupé leur micro.
Bon, j'aurais, si personne d'autre n'a des questions à poser, mais en même temps, j'ai toujours peur que mes questions soient un peu naïves, idiotes, et puis en tant qu'animateur, j'aime mieux pour commencer donner la parole à la salle, et je ne poserai des questions que si les autres hésitent à poser les leurs. Alors, une Ah, remarque. un instant, je vais juste prendre un verre d'eau. D'accord. Une remarque, pendant que Jacob Rapkin prend un verre d'eau, je répète ce que j'ai dit au début. On aimerait pouvoir mettre après en ligne l'enregistrement, donc que ça ne vous empêche pas de poser des questions. Éventuellement, on fera une coupure, on mettra simplement en ligne l'enregistrement de sa conférence. Mais si vous êtes d'accord pour qu'on enregistre aussi vos questions et ces réponses, je vous demanderai, je mets mon adresse électronique dans la conversation, quoique je pense que vous l'ayez déjà. Je vous demanderai de m'envoyer votre adresse électronique pour que l'on puisse attendez, je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente que je veux admettre. Voilà, donc je vous demanderai de m'envoyer votre adresse électronique pour que l'on puisse vous envoyer les documents à signer pour pouvoir mettre en ligne l'enregistrement dans lequel vous posez vos questions. Alors, ayant dit cela, je vous donne la parole. Donc, vous pouvez intervenir ou lever la main. Euh, Oui. Est-ce que le rapport avec la science ne dépend pas justement de la science en question? Parce que c'est peut-être pas pareil pour les mathématiques que la physique ou la biologie, par exemple. Donc, je voulais poser cette question au conférencier. Est-ce que dans ses études, il trouve un rapport différent suivant la discipline considérée? Oui, je crois que le rapport, bon, en fait, en termes de contenu, il y a deux domaines qui préoccupent les cercles haredi, qui les inquiètent. C'est les sciences de la vie, mais aussi la cosmologie. Donc, l'âge de l'univers, les dimensions de l'univers. Ce sont des questions qui, disons, dont les cercles haredi ne s'occupent pas beaucoup, mais qui les préoccupent. Et donc, une version, disons, c'est pour ça que je mentionnais l'interdiction d'enseigner la théorie de l'évolution. Disons, je peux vous dire que j'ai même proposé au directeur d'une école orthodoxe juive ici à Montréal, qui en fait a arraché le chapitre sur l'évolution du manuel. Je dis, mais pourquoi vous en avez peur? Laissez-moi d'enseigner, parce que pour vous, la science représente quelque chose de menaçant et surtout éternel. Or, dans les sciences, les idées changent, donc ce n'est pas quelque chose d'éternel. Mais il ne m'a pas permis, c'était trop posé. Effectivement, un des problèmes que la science est vue comme une menace, c'est qu'on ne voit pas la science comme le voit un scientifique ou l'historien des sciences qui sait qu'il y a un mouvement perpétuel, qu'il y a changement d'idées, changement de paradigme, etc. Pour ceux qui en ont peur, ça représente un monolithe éternel qui contredit les croyances traditionnelles. Effectivement, ce sont deux domaines, les sciences de la vie et la cosmologie. C'est beaucoup plus facile, les mathématiques et la plupart des domaines de physique. Effectivement. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Oui, est-ce que
ces craintes de Haredim ne vont pas à l'encontre de tout l'enseignement du Talmud, avec Hidush, Machloket, voilà. On dirait que c'est d'une part assez récent et peut-être minoritaire. Donc, voilà. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du judaïsme? Bon. Au judaïsme rabbinique, talmudique. Bon, effectivement, je mentionnais ces deux termes, Machloket et Chidush, disons, divergence d'opinion et innovation, comme des valeurs qui sont toujours appréciées par le cercle le plus haredi. Mais, et c'est précisément ces concepts-là qu'utilisent les orthodoxes modernes pour justifier leur rapport à la science. Mais il faut comprendre que aucun de ces concepts n'est appliqué abstraitement. Je veux dire que tout dépend du contexte. Disons, pourquoi Galilée a eu le problème qu'il a eu? À cause de la montée du protestantisme, de la menace que sentait l'Église de toutes parts, partout. Et je mentionnais que le judaïsme orthodoxe a également senti cette menace au 19e, au 20e siècle, quand la plupart des Juifs quittaient la pratique. Et donc, je crois que c'est un vestige de la crainte du 19e siècle qui probablement aujourd'hui n'a plus de raison d'être à cause de la croissance démographique extraordinaire des Haredim. Donc, ils n'ont vraiment pas beaucoup à craindre dans ce sens-là, mais les attitudes restent les mêmes. Et effectivement, le judaïsme rabbinique avant le 19e siècle, avant les problèmes que les Juifs ont connus en Europe, notamment la sécularisation, etc., n'avait pas ce rapport de peur et de crainte. C'est la réaction à l'abandon de la pratique judaïque, c'est tout, à mon avis. Mais dire que ça contredit le judaïsme rabbinique, oui, ça contredit le judaïsme rabbinique jusqu'au 19e siècle. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Et le rapport à la médecine, il y a une science particulière quand même. Oui. Bon, là, je crois que la grande majorité des autorités rabbiniques encourageaient l'étude de la médecine. Le problème était différent, c'est qu'il y avait très peu de places qui acceptaient les Juifs pour étudier la médecine jusqu'au 19e siècle. Mais il y avait des endroits comme Montpellier notamment, où il y avait des étudiants et des professeurs même juifs en époque. La médecine est vue comme quelque chose, le médecin est vu comme partenaire de Dieu en fait. Ici, s'il a la capacité de devenir médecin, selon certains points de vue, il a l'obligation de le faire. J'ai encore une question assez différente. Vous avez dit que le mot Teva datait du Moyen-Âge. Alors, quel est le mot utilisé dans l'hébreu biblique pour dire la nature? Ben, je crois qu'on n'avait pas ce concept. Disons, je réponds sans être un grand expert de la Bible, mais je crois qu'il n'y avait pas de terme pour cela, à ma connaissance. Bon, il y avait le monde qui était créé dans le livre de Genèse. Disons, le fait qu'on a emprunté ce terme à l'arabe indique qu'il n'y avait pas de terme. Comme par exemple, il n'y avait pas de terme essence. En fait, l'hébreu biblique est très pauvre en termes abstraits. Il est très concret, mais les termes abstraits comme essence étaient
inventé, ou en même temps, dans l'hébreu moderne, on dit Mahout, mais Mahout veut dire qu'est-ce que c'est, Mahou. Donc, ce sont des innovations qui étaient nécessaires parce que le langage du Pentateuque, mais des prophètes aussi, est très matériel, très charnel, ça veut dire. Et donc, il y a très peu de termes abstraits. Par exemple, le terme qu'on utilise dans cette conférence, judaïsme, n'existe pas. Le terme n'existe pas. Comme le mot, comme je dis, religion, qu'on utilise aujourd'hui, date. Date, c'est un mot persan pour commencer. Et il est utilisé la première fois dans le livre d'Esther, qui est un peu presque extérieur. Donc, vous voyez qu'il n'y a même pas un mot hébraïque pour cela. On lui a donné le sens du 19e siècle européen religion, mais en fait, dans le livre d'Esther, et je cite un peu que Mordechai n'a pas suivi la loi. Le Shama Datamel, la loi royale, ça n'a rien à voir avec la religion, en fait. Merci. Je vous en prie. Vous êtes hébraïsante, je vois. Non, je tente d'apprendre, c'est très difficile. Ouais, non, moi, je l'ai appris à l'âge de 35 ans, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour votre conférence. Merci. Bon, j'ai fait des bribes, en fait, j'ai utilisé quelques éléments d'un chapitre de mon livre, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de commentaires ou de désaccords ou de protestations, quelque chose comme ça? Johanna Kubak vous a donné l'occasion de répondre en fait à l'une de mes questions. Je vais peut-être quand même poser l'autre. Vous nous avez parlé des Juifs orthodoxes et de leur vision donc de la science, leur vision au pluriel en insistant sur leur non-monolithisme, mais je n'ai pas bien compris. Vous avez écarté, me semble-t-il, au début le courant juif dit libéral, puisqu'il me semble comprendre, il m'a semblé comprendre qu'il y avait aussi des juifs libéraux, mais pour être libéraux, ils n'en sont pas moins pratiquants. Donc, est-ce que l'attitude des libéraux par rapport aux sciences ne pourrait pas être aussi une question pertinente? Oui, elle peut être pertinente. Et disons, j'ai fait peut-être un peu vite au début quand je parlais de division au sein des différents courants du judaïsme. Là, si vous me permettez, je vais juste parler un peu des origines de ces courants et ensuite répondre à votre question. Donc, au 19e siècle, lors de l'abandon massif de la pratique judaïque, certains rabbins au nord de l'Allemagne ont décidé de réformer le judaïsme afin de le rendre plus pertinent au monde moderne de l'époque. Et c'est ce qu'on a commencé à appeler le juif réformé, ou en France, juif libéraux. Ensuite, et donc les juifs libéraux étaient largement concentrés en Allemagne ou dans les pays germanophones, plus exactement. Et ensuite, beaucoup d'entre eux ont émigré aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, les juifs réformés constituent la majorité des juifs américains. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Parce que pour eux, la science ne représente pas un problème particulier, ni une menace, ni même un terrain de harmonisation. Parce que eux, leur rapport au judaïsme est différent. Il n'est pas basé sur la pratique, mais beaucoup plus sur des valeurs spirituelles et aussi aujourd'hui, je crois que pour beaucoup de juifs réformés, des valeurs politiques.
Donc, c'est la justice, chercher la justice, etc. Donc, pour eux, ça ne pose pas de problème. C'est pour ça que je ne les mentionne pas dans le livre. Je le dis un peu plus en détail, mais ce n'est pas pour, disons, dénigrer l'importance de cette communauté ou de ces Juifs. Tout simplement, le rapport à la science n'est pas différent du rapport de n'importe qui à la science. Donc. Oui, finalement, en vous écoutant, j'ai eu l'impression que le rapport des Juifs orthodoxes n'était pas très différent non plus dans sa diversité du rapport des chrétiens à la science. On trouve finalement les mêmes différences, les mêmes oppositions entre littéralistes, non littéralistes, la même vision des deux livres qu'on connaît ici par rapport à Galilée que vous avez mentionné. Est-ce qu'en fait, et là je crois que je vais un peu dans le sens de votre livre, il n'y a pas quelque chose de commun à toutes les religions monothéistes? Bon, moi je n'avancerai pas si vite parce que tout de même, disons, pour commencer, dans le judaïsme, il n'y a pas d'autorité centrale. Et donc, il n'y a pas d'index. Donc, toute cette structure-là est absente. Elle existe au niveau communautaire. Donc, au niveau communautaire, une école juive orthodoxe va trier les livres à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on va acheter pour les jeunes, qu'est-ce qu'on ne va pas acheter. Mais non pas parce qu'il existe un index approuvé par une autorité centrale. C'est notamment, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus centralisé à cause de la communication plus facile parmi les juifs orthodoxes, mais disons, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Il faut comprendre que ce sont des empreintes. À mon avis, l'opposition à la théorie de l'évolution est largement une empreinte au monde non juif, au monde chrétien notamment. Parce qu'il y a des façons très faciles de réconcilier les deux, comme je dis, très très faciles. Mais je crois qu'il y a la préoccupation de garder les frontières de la communauté. Je crois que c'est très important de comprendre le désir de survivre. Et ce désir de survivre comme une minorité assiégée est très présent, même si le contexte n'est plus le même. Mais ça, on voit souvent des gens qui étaient pauvres en l'enfance, ils deviennent millionnaires, mais ils se comportent comme des pauvres parce que c'est le programme. Je crois qu'ici aussi, nous avons un problème de programme. Comme a dit justement un conférencier orthodoxe moderne, les Haredim se sont cachés dans les tranchées en ayant peur de l'armée qui attaquait, mais l'armée a passé depuis très longtemps et ils sont toujours dans les tranchées. Je crois que c'est une image assez intéressante. Mais je crois que la préoccupation majeure, ce n'est pas une préoccupation intellectuelle, spirituelle, religieuse, entre guillemets, c'est la préoccupation communautaire. Et garder la communauté, garder les frontières. Et parfois, ça prend, je vous donne juste une anecdote que j'ai connue. Une de mes filles est allée j'étais en année sabbatique en Israël, elle est allée dans une école juive orthodoxe, Haredi, et puis on a dit qu'il est interdit de porter des jupes il est interdit de porter le pantalon, on ne pose même pas de questions, mais des jupes en jeans. Et moi, étant moi comme je suis, je dis, où est-ce que c'est écrit que le jeans est interdit? Je dis non, ça n'a rien à voir. C'est que nous ne voulons pas apparaître, disons, comme des gens modernes. Et donc, jeans, c'est un signe de modernité. Bon, c'est ridicule, bien entendu, pour beaucoup de gens,
pour eux, une des manières de garder les communautés et identifier les communautés. Donc aussi, il y a même des différences de vêtements qui sont très significatives pour les gens qui appartiennent à cette communauté. Parce que tout cela est fait pour survivre, justement, pour ne pas se dissoudre dans la majorité menaçante. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je voulais juste remercier pour ce que vous venez de dire, parce que moi j'ai compris juste le contraire de ce que vous avez compris, vous, Jean-Luc, il y avait cette unité. Moi j'ai compris que c'était très différent parce que les sources de certains comportements étaient complètement différents. Et ça, c'est ce que Monsieur Rapkin vient d'expliquer, donc je trouvais ça très intéressant. Qu'est-ce que je viens d'expliquer? Maintenant, c'est moi qui ne comprends pas. Ah, mais ce ne sont pas des différences idéologiques. Ah, oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc, Mais ça a à voir avec, effectivement, il y a quelqu'un que je recommande, donc ce n'est pas seulement mon livre que je recommande, et je recommande d'autres livres, Henri Atlan, un philosophe, médecin qui partage son temps entre Israël et France, et la France. Et lui, entre autres, a remarqué que le judaïsme est la troisième religion monothéiste. Pourquoi troisième? Ça doit être la première. Mais historiquement, non. Il dit la première fois qu'on a formulé des dogmes de la foi dans le judaïsme était fait par Maïmonide. Donc, c'est au Moyen-Âge, bien après la chrétienté et l'islam. Et donc, si on prend une religion comme un ensemble de croyances, et justement, un des livres de Henri Atlan s'appelle Croyances en pluriel, que je recommande. Le judaïsme n'est pas basé sur les croyances. Il est basé largement sur le pratique. Et ceci, justement, dans mon livre, j'en parle aussi dans le contexte de litiges juridiques concernant certaines pratiques juives. Donc, il est très peu, il y a très peu d'accent mis sur les croyances. Et par exemple, en français, on peut dire « Ah, c'est une personne croyante ». Jamais on le dirait en hébreu. Et même les dogmes de Maïmonide sont relégués à la fin du livre de prières, vraiment à la toute fin, et très peu de gens les lisent, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la pratique. Et de ce point de vue, c'est un peu behavioriste, le judaïsme. Beaucoup moins que la chrétienté, ou même, disons, qui a même des dogmes. En fait, toute la différence entre l'orthodoxie orientale et le reste, et le catholicisme, était basée sur la différence des dogmes. Ce n'était pas de différence de communauté. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier, j'aurais dû le faire tout de suite après la fin de son intervention, Yaakov Rapkin, d'avoir bien voulu faire cette conférence que j'ai trouvée très intéressante, vous aussi, j'espère. Et je vais arrêter l'enregistrement et vous dire au revoir. Donc, merci encore à Yaakov Rapkin. J'essaie une fois de plus de l'applaudir, même si je sais que ça a peu de succès avec un ordinateur. Et donc, achetez son livre, vraiment, je vous le conseille. Il est à mon avis, vraiment très intéressant, comme vous aurez pu vous en rendre compte à partir de sa conférence.